Les images ont été diffusées par l'armée russe. Des colonnes de chars et de véhicules blindés ukrainiens semblent avancer vers les positions russes dans la région de Zaporizhia avant d'être bombardés. L'état-major affirme avoir stoppé 1500 hommes et 150 tanks ukrainiens. L'ennemi a lancé une offensive. L'ennemi a été détecté très tôt par les services de renseignement militaires, des forces spéciales de reconnaissance aérienne qui lui ont infligé une défaite cuisante. Si les affirmations russes sont difficiles à vérifier, certains voient dans ces combats le début de la contre-offensive ukrainienne annoncée depuis plusieurs mois. C'est le cas notamment du journal américain The Washington Post. D'autres médias restent plus prudents, mais font aussi état de nombreux mouvements de troupes dans le sud de l'Ukraine. Si de son côté, l'armée ukrainienne déclare se rapprocher de la ville de Barmout, jusqu'à présent, Kiev a refusé de confirmer le lancement de sa grande offensive. Elle n'a pas commencé. Nos militaires décideront quand elle commencera, en fonction de la situation sur le front. Quand la contre-offensive commencera, tout le monde le saura. Depuis plusieurs mois, Kiev laisse planer le mystère sur le lieu et le moment, mais affirme préparer une grande contre-attaque contre la Russie et a même évoqué la Crimée comme cible. Le territoire a été annexé par Moscou il y a 9 ans. Très bien, donc commençons avec le sujet Ukraine. Aviez-vous anticipé la réaction occidentale après le 24 février 2022 ? Vous savez, en fait, c'est ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Ça a duré, ça a duré beaucoup plus avant que février 2022. Ça a duré depuis le début des années 2000. Parce qu'en fait, l'idée de construire en Ukraine une certaine anti-Russie était une idée, et vendre aux Ukrainiens le rêve européen, c'était une idée qui a été d'une façon très planifiée, bien organisée, implantée à côté, à les frontières de la Russie. Donc, pour nous, c'est pas étonnant que les auteurs de cette idée sont mécontents de l'opération spéciale qui mène la Russie. C'était pas quelque chose d'inattendu. C'était tout à fait logique. Ils ont dépensé des milliards d'euros, ils ont privé l'Europe des centaines, des milliers, des possibilités du travail, de développement de l'industrie. Après début de la guerre avec l'explosion de Nord Stream, ils ont privé l'Europe aussi de la possibilité d'avoir l'énergie pas chère, et aujourd'hui il achète le gaz américain qui est beaucoup plus cher, mais tout ça avec l'idée de solidarité transatlantique, avec le MIF qui est distribué par les Américains et les Anglais, que c'est les Américains et les Anglais qui ont libéré l'Europe de nazis à l'époque de la Deuxième Guerre. Il y a toutes les choses qui ont été bien préparées à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est pas très inattendu, mais la façon qui a choisi les politiciens à l'Occident de s'opposer à ce qui a fait la Russie, la façon c'est intéressant, parce qu'en fait maintenant on est dans le point que soit ils doivent partir et l'Europe doit trouver des autres leaders, des autres présidents, premiers ministres, une autre élite en fait, pour pouvoir négocier avec la Russie, soit ils doivent gagner la guerre avec la Russie. Mais il faut rappeler l'histoire, c'est que en Europe, d'abord, la Russie n'a jamais perdu des guerres. Deuxièmement, une fois, il y avait une guerre avec l'Europe à 1812, avec Napoléon, et les Russes ont fini à Paris. Et l'autre fois, avec Hitler, les Russes ont fini en Berlin. Donc aujourd'hui, quand on dit on va gagner la guerre sur le champ de bataille, il ne faut pas les négociations, il faut pas que les Ukrainiens négocient, on leur donne plus, on les envoie les chars, on les envoie les armes. Donc ça c'est exactement la répétition. Encore une fois, ça se répète et on verra le résultat. J'en suis sûr et certain que cette guerre-là, l'Occident va perdre. Est-ce que c'est, si je comprends bien votre pensée,
Et pour les personnes qui nous écoutent, vous avez donc le sentiment en Russie que l'Ouest, à travers l'OTAN, a généré de grosses pressions sur la Fédération de Russie et des provocations depuis un certain nombre d'années également. Oui, mais en fait, il faut pas dire que c'est une idée abstraite, c'est des faits concrets. Au moment quand la Russie a retiré ses troupes de l'Allemagne de l'Est, il y avait des négociations, il y avait la promesse de l'Occident de ne pas élargir l'OTAN vers l'Est. Qu'est-ce qui s'est passé? On a élargi l'OTAN et maintenant les bases de l'OTAN sont à nos frontières, en Roumanie, en Pologne, etc. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? C'est pas que les Russes ne veulent pas les bases de l'OTAN. Ça signifie pour nous que si jamais une missile américaine envoyée de cette base arrive ici, nous avons, au lieu de 10 minutes, on a 3 minutes pour prendre la décision sur la frappe de réponse. C'est ça, c'est la balance, c'est très pratique, c'est les choses très simples. Qu'est-ce qui a encore se déroulé dans ce temps-là? L'agression OTAN contre la Yougoslavie, sous le prétexte de protéger le Kosovo, etc. Donc tous les bombardements qu'ils ont effectués sans demander le Conseil de sécurité de l'ONU, parce que en fait l'Occident a pensé qu'ils ont gagné une guerre froide, qu'ils sont aujourd'hui les maîtres du monde et que tout le monde entier doit jouer d'après leurs règles. C'est pas le droit international, c'est le système des règles, c'est le système de slogans qu'en fait on nous sort à chaque reprise, mais en fait on voit que tous ces slogans et toutes ces règles, ce n'est pas que l'hypocrisie, parce que ça fonctionne pas pour les Occidentaux, mais par contre ça fonctionne pour tout le monde entier. Vous avez le sentiment, Monsieur Tolstoy, qu'il y a 2 poids, 2 mesures? J'ai le sentiment qu'il y a, si vous voulez, un double moral, quoi. Il y a un moral pour les Européens, les Américains et les Anglais, et tout l'autre monde doit être sous cette tutelle de cette système des idées, et sous cette pression. Et est-ce qu'on aurait pu imaginer que l'OTAN soit dissolue après la dissolution du pacte de Varsovie? Est-ce que c'est une idée qui moi, je n'ai aucune réponse là-dessus. Je vous pose cette question. Est-ce que d'ailleurs ça a été effleuré peut-être dans des négociations? Non, en fait, l'OTAN, ils n'ont jamais voulu même entendre parler de ça, et à chaque fois, ils nous assuraient, ils disaient, on aime la Russie est un pays démocratique, on veut être amis avec vous. Mais par exemple, quand c'était Poutine qui a proposé à Clinton que la Russie entre dans l'OTAN, il a dit non, c'est pas possible. Et en fait, les dirigeants de l'OTAN disaient toujours non, on s'approche vers les frontières de la Russie parce qu'il y a la Corée du Nord et l'Iran. Donc, on est là, c'est pas contre vous. Mais du coup, on voit que c'est contre nous, en fait. Et qu'on avait raison quand on les a dit, écoutez, il y a des lignes rouges, s'il vous plaît, n'allez pas de là. Non. L'OTAN, c'est ouvert. C'est une structure ouverte. Si l'Ukraine veut entrer dans l'OTAN, il n'y a aucun problème. Très bien. Alors, là, aujourd'hui, nous avons les missiles américains qui sont à 1500 km de notre frontière. Si l'Ukraine entre dans l'OTAN, ça serait 15 km de notre frontière. C'est très simple, à mon avis. Je comprends. Si je résume, pour le public, au départ, les Occidentaux vous ont dit on se permet de se rapprocher en regard de l'Iran. Donc au départ, c'était peut-être pas. Vous étiez cité comme pays ami par l'OTAN. Et quand est-ce que vous avez senti que ce discours-là n'était pas aussi clair et que l'approche de l'OTAN était plutôt offensive envers la Russie? Quand est-ce que vous avez senti, vous vous êtes dit, là, on quitte le rapprochement de l'Iran et on se rapproche de nous? Vous savez, mais en fait, le président Poutine, il était très pro-européen et très vraiment favoriser la coopération avec l'Europe parce que c'est dans des intérêts de la Russie d'avoir, nous on a d'abord la Russie c'est le plus grand pays de l'Europe,
Deuxièmement, on a les ressources naturelles qui, ensemble avec l'Union européenne, on pourrait utiliser pour le bien du continent et pour devenir vraiment une puissance mondiale. Mais donc Poutine a favorisé au début la coopération avec les Européens quand il a compris qu'il y a les doubles standards dans cette amitié, si j'ose dire. Donc il a prononcé son discours à Munich, à la conférence de sécurité, et il a dit une chose très simple, il dit, voilà, si vous voulez la coopération, ça doit être honnête. Il faut dire qu'est-ce que vous voulez, il faut discuter ouvertement, et il ne faut pas faire semblant que vous visez la Corée du Nord en s'approchant à nos frontières. Qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué la réponse non. On ne veut pas discuter avec vous. Vous n'êtes qu'un pays régional, on s'en fiche de votre vision des choses et on va continuer à faire c'est ce qu'on veut. Et à partir de 2007, son discours à Munich, la situation a changé. L'Europe a décidé de déchirer l'Ukraine. En fait, l'Ukraine, ce n'est pas un pays indépendant qui existait depuis des siècles, c'est un pays qui faisait partie de la Russie, et c'est en fait Lénine et Staline qui ont dessiné les frontières actuelles de l'Ukraine pour rajouter de la classe prolétariat à un petit morceau des paysans qui s'appelait l'Ukraine. Donc c'est les terres de la Russie qui ont été rajoutées à des terres ukrainiennes. C'est comme ça que l'Ukraine actuelle est née grâce à Lénine et Staline, et donc est née en 1924. En Occident, on n'aime pas ni Lénine ni Staline. Mais pour eux, tout ce qui ces deux gens ont dessiné avec le crayon sur la carte, c'est sacré. On peut pas changer ça. Tandis qu'il y a 20 millions de Russes en Ukraine qui, aujourd'hui, sont privés de leur droit naturel de parler leur langue, d'avoir l'éducation de leurs enfants à leur langue, d'avoir les droits, ils doivent changer les noms, le nom de famille pour redevenir ukrainiens. Aucun pays dans le monde n'a pas des problèmes avec les Russes que les Occidentaux hypocrites appellent russophones. Mais c'est des Russes. C'est un peuple qui est déchiré entre plusieurs pays après le démantèlement de l'URSS. On veut pas revenir à l'URSS. Mais il faut être conscient que pour la Russie, c'est un problème. Quand vous avez 20 millions de vos compatriotes qui sont poursuivis parce qu'ils sont russes en Ukraine, c'est un problème. Après le coup d'État de 2014, le premier loi qui a été votée au Parlement ukrainien, c'était la loi sur la langue russe. Interdire la langue russe. Donc, vous voulez que Poutine et que la Russie regardent ça sans aucune émotion et avec le sang-froid? Non, c'est pas possible. C'est pas possible pour un pays comme la Russie de se plier sous cette pression qui a été faite à travers l'Ukraine. L'Ukraine, c'est l'instrument. C'est pas un objet, c'est pas un sujet du problème, si vous voulez. L'Ukraine, c'est un instrument de la pression. Et on va la casser. Je reviens à une actualité. Quelle a été votre réaction à la suite des propos d'Angela Merkel et de François Hollande sur les accords de Minsk dans la presse, donner du temps à l'Ukraine? C'est l'hypocrisie, c'est ce que j'ai dit, c'est l'hypocrisie occidentale, parce que c'est l'approche très rationnelle, parce que ils ont leur raison, c'est donner le temps à l'Ukraine, de ne pas donner la possibilité aux Russes de gagner, sur le champ de bataille d'ailleurs, à l'époque, parce que les troupes ukrainiennes ont été encerclées à ce moment-là, et c'est les accords de Minsk qui ont permis de sauver les vies des soldats ukrainiens. Environ 30 000 des soldats ukrainiens ont été sauvés par les accords de Minsk. Ça, c'est une bonne chose. Mais promettre que la France et l'Allemagne donnent des garanties pour les accords de Minsk, donc pour le respect des droits des Russes en Ukraine, pour l'organisation des élections sur les territoires des républiques autoproclamées, etc. Donc on espérait à ça. Mais on voit qu'on a été arnaqué d'une façon très cynique. Vous y avez cru aux accords de Minsk?
Écoutez, moi, au moment quand ils ont été signés, moi, je croyais que c'est un truc très compliqué. Ça se voyait que c'est beaucoup des efforts. Mais s'il y avait des efforts de la part de la Russie et de la part de l'Ukraine de deux côtés, on pourrait éviter la guerre. La Russie a été prête à faire ces efforts. Poutine a été prêt. Il était prêt parce qu'il croyait à des promesses de Hollande et Merkel. Mais on voit que l'Ukraine n'a pas bougé. Pendant 8 ans, ils n'ont pas bougé. Donc, c'est pas la surprise qu'ils ont préparé de attaquer les républiques autoproclamées à l'est de l'Ukraine pour en fait résoudre ce conflit. Il y a eu des pourparlers en mars 2022 en Turquie. On dit qu'il y avait une chance de négocier en mars 2022. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'il en est? Parce que le sentiment que j'ai personnellement, c'est qu'il y a eu peut-être un rendez-vous manqué 3 semaines après donc l'invasion en Ukraine. Vous êtes sur le point de trouver un accord entre l'Ukraine et la Russie, qui revenait sur les accords de Minsk d'ailleurs, et la promesse également, si mes souvenirs sont bons, que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN et qu'il y ait une forme de neutralité. Ouais. Et vous étiez en tout cas dans des discussions qui semblaient bien avancées. Ouais. Ça a été repris par l'ancien Premier ministre israélien récemment sur les réseaux sociaux. Il y a eu très peu d'échos, mais c'est quand même une nouvelle extrêmement perturbante quand on voit qu'un an après, peut-être qu'en mars 2022, tout aurait pu s'arrêter. Voilà Bien ce que sûr. je me dis. Bien sûr, mais à ce moment-là, les troupes russes ont contrôlé un tiers de la territoire de l'Ukraine. Les représentants de l'Ukraine ont été prêts à compromis du statut neutre de l'Ukraine et de refuser l'adhésion dans l'OTAN. Ça, c'est les deux choses fondamentales pour la sécurité de la Russie. Et en fait, on pourrait très bien, avec l'avancement de ces négociations, avoir un accord. Le problème, c'est que Boris Johnson a appelé Zelensky et a dit arrêtez de négocier avec les Russes, il faut se battre. Et donc les accords, ils ont été interrompus par l'initiative des Ukrainiens. Et quelque temps après, le Parlement ukrainien a voté la loi qui interdisait directement à l'Ukraine d'avoir les négociations avec la Russie. Au président ukrainien d'avoir les négociations avec les Russes, au Parlement ukrainien d'avoir les contacts avec les Russes, etc. Donc ça a été voté comme en loi, il est toujours en vigueur. Alors pardonnez-moi parce que je ne connais pas cette loi, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, s'il doit y avoir des c'est impossible, c'est impossible. D'accord, donc c'est impossible. C'est interdit impossible par la loi. C'est interdit par la loi. Il faut alors d'abord changer la loi par le Parlement ukrainien, mais en fait l'essentiel c'est d'avoir pour ces négociations un accord de la part des États-Unis et de la Grande-Bretagne. L'Europe malheureusement on ne le demande pas. On a déjà demandé l'intermédiaire de la France, de l'Allemagne, à plusieurs reprises. D'ailleurs, si vous vous souvenez, au moment du coup d'État de 2014, quand il y avait Maïdan et il y avait 3 ministres des Affaires étrangères en français, Laurent Fabius, Sikorski qui représentait la Pologne et Steinmeier qui était le ministre des Affaires étrangères allemand, qui ont signé un document avec les garanties pour le président Yanukovych. En revanche, c'était un document signé en échange que Yanukovych n'utilise pas la force contre les manifestants. Qu'est-ce qui s'est passé après? On sait bien. Oui, ça c'est important de l'expliquer au grand public qui ne le sait pas, mais il y a un accord effectivement qui avait été signé le 21 février 2014 où tout le monde s'était mis d'accord s'était mis d'accord de éviter la guerre civile en Ukraine et dans 3 jours la guerre civile a commencé. Et on est bien avant le Donbass et bien avant la Crimée. Et cette guerre civile a été favorisée par l'Europe parce qu'en fait les Européens, après avoir signé l'accord, ils ont fermé les yeux, ils ont dit non, on n'est pour rien, c'est les Ukrainiens qui vont décider. Donc c'est comme ça que ça s'est déroulé. Ah oui. C'était un accord, faut le spécifier, oui, tout à fait, signé par l'Allemagne, la Pologne, et la France. Oui, tout à fait.
Donc les garanties européennes, on n'y croit plus. On peut reconnaître que vous avez subi une succession de trahison tout de même sur certains accords. Voilà, ça n'engage que moi, mais bon, voilà, ces accords-là n'ont pas été respectés, c'est le moins que l'on puisse dire. Ouais. Je sais aussi, je vais appuyer là-dessus avant de changer de thématique, mais il est vrai, on le sait aujourd'hui, et ça a été repris par des écrivains et des diplomates français notamment, M. Gourdeau-Montagne, que l'OTAN ne devait pas se déplacer d'un pouce vers l'Est. Certains documents ont été déclassifiés, donc voilà, je sais qu'on très souvent est critiqué votre approche lorsque vous dites que l'OTAN n'a pas tenu ses engagements. Ces documents aujourd'hui sont disponibles et ont été repris par des diplomates, donc. J'ai préféré que ça ait été juste les spéculations, mais c'est les faits. C'est les faits qui ont poussé la Russie à mener l'opération spéciale militaire en Ukraine. En revanche, les relations avec l'Ukraine et le monde occidental sont très entachées aujourd'hui. Comment voyez-vous les choses ou nos relations à long terme on assiste quand même là, c'est mon sentiment, à un monde qui se divise. Certains diront qu'il est en train de devenir multipolaire. En tout cas, il y a quand même eu une sorte de mur qui vient de se réinstaller. Qu'est-ce que ça va donner tout ça, M. Tolstoï ? On verra bien. On verra bien. À mon avis, après la guerre, il y aura une nouvelle Yalta. Quand les troupes russes seront à la frontière polonaise, on ne va pas entrer en Pologne. Non. Chaque fois, on me demande, mais vous allez envahir la Pologne ? Non, jamais. La Pologne, on le laisse pour l'Union européenne. Ils vont le déchirer eux-mêmes. Mais donc, il faut des nouveaux accords de Yalta, il faut la reconnaissance de monde multipolaire, que ce n'est pas les États-Unis qui dictent à tout le monde entier comment il faut se conduire et quel pays doit faire quoi. Donc, c'est tout à fait clair qu'aujourd'hui, toutes les tentatives d'isolation de la Russie ont échoué. Donc, 2/3 de la population du monde entier sont avec la Russie. C'est non seulement la Chine et l'Inde, qu'on aime bien citer, mais par exemple, je ne sais pas, Afrique du Sud, l'Amérique latine, etc. Et ils disent, mais non, vous avez raison, les Américains n'ont qu'un droit de donner des leçons à tout le monde entier. Et c'est ça le monde multipolaire, où les pays respectent les uns les autres. Chaque pays a son histoire, a sa façon de voir son avenir, et il faut le respecter. Il ne faut pas s'échanger des clichés comme aujourd'hui ça se passe. C'est vrai que ça aura été très étonnant, je pense, pour un certain nombre d'Occidentaux, de se rendre compte finalement que cette guerre est jugée comme, pour une grande partie de la planète, comme une guerre contre Occidentaux. Pour la première fois peut-être de l'histoire moderne en tout cas. Moi, pour être allé sur le terrain, pour moi toutes les guerres sont une barbarie à partir du moment parce que c'est des souffrances, parce que ce sont des. C'est pour tout le monde comme ça, voilà. Mais parfois c'est le seul moyen de résoudre les conflits qui n'ont pas été résolus par la diplomatie. Quand on a parlé de la diplomatie, vous avez vu que la Russie a essayé à plusieurs reprises de résoudre tout ce conflit de façon diplomatique. Finalement, oui, c'est la façon militaire de les résoudre, mais bien sûr, c'est mauvais, bien sûr. La guerre contre l'Occident, on ne veut pas la guerre contre l'Occident, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est que l'Union européenne a dit, voilà, il y a un ennemi, c'est la Russie, il y a un tyran sanglant, c'est Poutine. Nous sommes avec l'Ukraine, en solidarité avec l'Ukraine, on les envoie quoi ? Les armes, pas les diplomates, les armes. Voilà, on interdit aux Ukrainiens de négocier avec les Russes, on va continuer sur le champ de bataille, on va battre la Russie. On verra bien comment ils vont s'en sortir, parce qu'ils sont allés très 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 loin. Et à mon avis, c'est seulement le changement des élites dans des pays qui aujourd'hui entrent dans l'Union européenne qui peut renouveler le dialogue entre la Russie et l'Europe. En plus, vu l'Union européenne d'aujourd'hui, ça me rappelle les dernières années de l'URSS, parce qu'il y a tellement
de tensions et des contradictoires à l'intérieur de l'Union européenne, que encore en crise énergétique ou en crise liée avec la guerre en Ukraine, ça peut malheureusement amener à des conséquences très tristes pour les Européens, pour les simples gens qui vivent leur vie et qui ne s'intéressent pas de la politique, mais qui vont dans le supermarché au coin et qui regardent les prix, l'inflation, le prix d'électricité, le prix de gaz, etc. Donc c'est ça la crise.